Restez avec nous, restez avec nous. Hein. J'écris. Bonsoir. Pardon. Ok. Donc bonsoir. On va procéder à quelques annonces et événements qui font partie des événements importants de la Société informatique de France. Donc cette fin de soirée va se passer en trois parties. Donc la première partie va être présentée par Charlotte Truchet, qui fait partie du jury du prix de thèse et qui, dans la prochaine session, sera la présidente du jury de thèse. Donc en l'absence de l'actuelle présidente qui a un empêchement suite à un problème de santé, c'est Charlotte qui la remplace un petit peu déjà en avance sur cette annonce. Charlotte ? Oui, je la remplace bien sur l'annonce, mais c'est bien elle qui a fait le travail. Donc Patricia Bouillet de Citre, qui est présidente du jury du prix de thèse cette année. Donc on va remettre les prix de thèse. Alors, le prix de thèse CIF Gilles Kahn est remis à Théo Marie pour sa thèse réalisée à l'IRIT à Toulouse, intitulée Solveurs multifrontaux exploitant des blocs de rang faible, complexité, performance et parallélisme. Alors Théo, voilà. En fait, il y a deux choses. Ah, il y a deux choses. Alors, on va remettre un prix et puis on va remettre un chèque. Et je pense que annonce ta présentation demain à 14h. Oui, voilà, oui. Je pense que tout ce que j'ai à dire, je pourrais l'expliquer en beaucoup plus de détails demain après-midi, où j'aurai le plaisir de présenter mes travaux. Donc voilà, ben, merci beaucoup pour cet honneur. Bravo, à demain. Photo. Allez, Je cache le chèque et mon. cache le chèque, cache le chèque. Solver, on l'a dit, mais on peut le redire. Solveurs multifrontaux exploitant des blocs de rang faible, complexité, performance et parallélisme. Solveurs multifrontaux exploitant des blocs de rang faible, complexité, performance et parallélisme. On va pas présenter outre mesure les prix là maintenant, on les remet juste puisque demain à 14h30, il y aura les présentations de tous les candidats là où vous en saurez plus. Ouais. Alors le prix CIF Gilles Kahn vient avec 2 accessites. Il n'y a pas d'ordre sur les accessites, c'est 2 accessites. Donc l'un des 2 accessites est attribué à Pierre Laperdrie pour sa thèse préparée à l'INSA et l'IRISA INRIA Rennes Bretagne Atlantique, intitulée Browser Fingerprinting, Exploring Device Diversity to Augment Authentication and Build Client-Side Countermeasures. Et l'autre accessite est attribué à Fabian Reiter pour sa thèse préparée à l'IRIF intitulée Distributed Automata and Logic. Merci Charlotte. Donc deuxième temps fort du congrès, c'est la cérémonie en honneur des nouveaux membres d'honneur. Donc nous en avons cette année 3, avec un premier membre d'honneur qui est Sylvie Bonnet, qui est l'ancienne présidente de l'UPS
et qui va en quelques minutes se présenter et nous expliquer son parcours. Voilà, donc c'était un peu inattendu pour moi, peut-être pour vous aussi d'ailleurs, mais en même temps c'est un grand plaisir, un grand honneur de me voir accueilli parmi vous aujourd'hui, donc à ce titre-là. Pourtant l'informatique et moi ça n'avait pas très bien commencé, parce qu'en octobre 1975, la boîte à chaussures dans laquelle était mon premier programme Fortran s'est renversée dans l'escalier qui descendait au sous-sol de la rue d'Ulm, où la machine devait transformer ça en un programme de calcul de PGCD. Donc ma carrière informatique, il fallait les mettre dans l'ordre dans la machine. Donc ça commençait mal. Donc j'ai fait des maths après, puis je les ai enseignées. J'ai enseigné dans divers contextes. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de croiser dans les années 80, en 84, pendant quelques mois en collège, le premier plan IPT, 84, donc dans un collège où on était équipé en Micral et où on faisait faire aux élèves des petits QCM en noir et blanc. Et après, il a fallu attendre 1987 pour que ma relation avec l'informatique commence à tourner un peu. Voilà. En 87, j'ai suivi un stage de formation dans lequel j'ai retrouvé Jean-Luc Stellet, avec qui j'avais souhaité faire une thèse quelques années auparavant, une thèse de maths quelques années auparavant, dans la continuation de mon DEA. Mais c'était pile le moment où il quittait la France pour IBM. Donc voilà, ça commençait vraiment mal, moi de mon côté, l'informatique et moi. Mais donc j'ai continué justement en 87, donc ça faisait 2 ans que j'étais prof en classe préparatoire et l'informatique devenait un objet d'enseignement. La nuance, c'était pas une discipline, c'était un objet d'enseignement donc dans ces classes avec une introduction élémentaire à l'algorithmique et à la programmation en Pascal qui était à l'intérieur des cours de mathématiques. Donc j'ai enseigné petit peu d'informatique à l'intérieur de mes cours de mathématiques, avec grand plaisir. Il faut quand même dire que cet objet d'enseignement n'était pas ou très très peu évalué au concours et donc traité de façon pas très homogène et les écoles d'ingénieurs devaient tout reprendre à zéro pratiquement derrière. À côté de ça, il existait une option informatique avec un contenu plus sérieux donc dans nos classes, mais limité dans son développement et dans son extension par des directives qui frôlaient le malthusianisme obsessionnel. Et donc, il ne fallait surtout pas que cette option prenne trop d'ampleur. Et on reconnaissait un petit peu la tendance qu'on avait vue aussi à l'œuvre sur l'enseignement de l'ISN, qui ne s'est pas beaucoup développé non plus, pour peut-être certaines raisons. Donc, qu'au départ, on ait eu besoin de limiter comme ça. Il fallait installer cet objet d'enseignement, donc OK. Mais ensuite, ça a été vraiment un acharnement quoi, sur... il n'y avait pas de raison de bloquer à ce point-là, quoi. Et du coup, cette option informatique un peu confidentielle servait un peu de... comment dire, de caution. Voilà. Pas trop. Donc, peut-être que c'était un temps... Alors, je vais faire une citation, là. Donc, j'ouvre des guillemets. C'était peut-être un temps où l'éducation nationale demeurait hostile à toute évolution importante, qu'elle développait tellement d'inertie qu'elle se comportait comme un trou noir vis-à-vis de toute innovation. Je ferme les guillemets, c'est pas de moi. C'est d'un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Michel, et ça, c'est une annotation en marge d'un texte qu'il avait écrit en 82. C'est une grosse étude qu'il avait faite en 1982, donc à destination du ministre de l'Éducation de l'époque, René Savary. Premier gouvernement François Mitterrand. Vous n'étiez pas nés beaucoup. Hein. Donc,
Et donc, cette petite note de marge, elle était en face d'une phrase du rapport. Donc, l'intérêt proclamé du précédent gouvernement pour l'informatique dans l'enseignement tenait autant au souhait fort légitime de préserver notre indépendance culturelle, mesurée en capacité d'extension des innovations, qu'à celui de promouvoir le développement d'une branche économique en plein essor, éventuellement créatrice d'emplois nouveaux de haute qualification et surtout dispensatrice de devises étrangères grâce à de fortes exportations. 1982. En 2013, je suis devenue présidente de l'UPS, donc c'est l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques. Ça regroupe à peu près 95% des professeurs de mathématiques et de physique dans les classes préparatoires scientifiques sans biologie. Ça représente 2800-2900 personnes à peu près. Je suis aussi à ce moment-là donc, dans l'association, donc depuis 2009, j'étais vice-présidente mathématiques et informatique. Voilà. En 2013, je suis aussi entrée au conseil d'administration de la Conférence des grandes écoles, donc, qui était une sorte d'interface entre des acteurs de la formation, leur amont et leur aval. Leur amont, c'était les classes préparatoires et le secondaire, donc le lycée, et leur aval, c'était les acteurs économiques avec, au sein du CA, donc, des représentants de groupes économiques, de grosses entreprises françaises. Donc ça donnait aussi des moyens d'action. Et c'était 2013, l'année où arrivaient dans l'enseignement supérieur les premiers bacheliers de la réforme Chatel. Donc réforme Chatel, réforme du lycée, qui, encore une fois, avait oublié de faire sa place à l'informatique au lycée, mais qui en plus avait dégradé l'enseignement de la physique de telle sorte que ça devenait complètement acrobatique de s'orienter vers les études supérieures scientifiques, en particulier en classe préparatoire. Et donc c'est dans ce contexte-là que je me suis retrouvée présidente de l'association, et j'ai mis toute mon énergie donc, à trouver des alliés pour promouvoir auprès des décideurs politiques présents et à venir, surtout à venir, l'enseignement des sciences au lycée sans blocage ni friction disciplinaire. Donc ça, c'était vraiment l'obstacle majeur, c'était d'éviter toute friction disciplinaire. Et pour ce qui concerne l'informatique, j'avais des arguments à l'appel, parce qu'à la rentrée 2013, c'était vraiment l'année, une réforme de programme des classes préparatoires avait installé l'informatique comme objet d'enseignement, cette fois, mais pour tous. Donc on était dans un deuxième plan IPT, informatique pour tous les élèves de classe préparatoire, pas seulement ceux de l'option informatique. Avec, donc on n'avait pas le droit de dire discipline, rue de Grenelle, c'était interdit, mais bon, on se faisait reprendre à chaque fois. Donc cette fois, c'était destiné à tous les étudiants, ça allait être évalué à tous les concours, et le programme allait un peu au-delà des boucles et des conditionnels qu'on avait enseignés pendant 30 ans. Et donc à partir de ce moment-là, 5 minutes, donc je vais couper un petit peu. Donc il faut quand même que j'explique que les étudiants de classe préparatoire dépendent du ministère de l'enseignement supérieur. C'est donc le ministère de l'enseignement supérieur qui avait fait écrire des programmes en liaison avec les grandes écoles qui étaient tirés par monsieur Alain Bravo, qui était alors directeur de Supélec. Et donc, au ministère de l'Enseignement supérieur, on n'avait pas peur de l'informatique. C'était normal, quoi. Il y avait des classes scientifiques, il y avait un programme d'informatique, c'était normal. Après, il fallait trouver des enseignants pour enseigner les programmes qui venaient d'être écrits. Et à ce moment-là, c'était la mission du ministère de l'Éducation nationale, parce que les professeurs, contrairement à leurs étudiants, les professeurs de classe préparatoire dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Du coup, il a fallu trouver des profs, il n'y en avait pas. Et donc, les profs de classe préparatoire, à ce moment-là, ont servi de variable d'ajustement, de cobaye, en gros. Et c'est dans mon rôle de cobaye, enfin moi je ne le faisais pas parce que j'estimais que justement ça devait être fait par des spécialistes, hein, mais disons que les collègues autour de moi qui faisaient ce travail, c'est là que j'ai acquis vraiment la conviction très forte que cette discipline devait être enseignée par des gens formés et recrutés pour. Non pas qu'elle ait quelque chose de spécial, c'est pas du fait de l'informatique ou de quelque chose que ça aurait de spécial, c'est du fait de l'organisation du ministère en lui-même qui fait que si l'informatique n'acquiert pas le plus vite possible tous les attributs que le ministère a forgés pour les autres disciplines et à égalité avec les autres, son installation ne
moi j'ai vécu les années 80 sur le terrain, voilà, donc on est quand même en risque qu'il se passe la même chose si tout d'un coup un décideur politique change d'avis. Je veux dire, c'est quand même, il a suffi de pas grand-chose pour Fabius n'a pas eu besoin de se fatiguer beaucoup pour faire tout capoter dans les années 80. Donc il faut faire aussi attention. Je suis contente de voir qu'en 2019, il y a eu des avancées significatives qui ont été rendues possibles, mais en même temps, je ne sais pas déterminer exactement ce qui a été décisif parmi les actions qu'on a pu mener de concert avec tous les différents partenaires. Ce qui est certain, c'est on est vraiment dans une phase très très favorable. Là, je viens d'apprendre que la formation, qu'il va y avoir en plus des actions de formation pour les collègues qui vont enseigner le numérique et sciences et technologies, NSI, bref, l'informatique, parce que moi je suis un peu vieux jeu, donc j'appelle toujours ça informatique. Voilà, donc... Et donc là, j'en suis mais vraiment ravie parce que la dernière fois que j'avais eu affaire à des responsables au niveau de la DGESCO et de la DRH du ministère sur ces questions de formation des enseignants pour la rentrée 2019, la réponse qui m'avait été faite, c'était on va donner l'instruction c'est pas du niveau du ministère, on va donner l'instruction dans les rectorats et les recteurs vont flécher des besoins, des moyens. Quels moyens? Y aura-t-il des moyens supplémentaires? Non, ce n'est pas la peine. Tous les ans, il y a des reliquats dans le PAF. Et donc, avec les reliquats du PAF, ils vont arriver à trouver des formations. Donc, ce n'était pas sérieux du tout. Donc, d'apprendre ici par Sylvie que c'était, je ne sais pas si c'est officiel, si on peut le dire dans la caméra, mais d'apprendre qu'il y a de vraies opérations de formation qui vont avoir pour... voilà, ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle aussi. Voilà. Donc... parce que les obstacles, c'est que... Alors, je disais, il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, en 2016, j'ai déclenché une audition de l'OPEX, l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur cette question de l'enseignement des sciences, dont l'informatique. Et là, j'ai quand même eu une grosse peur, quoi. Il y avait un grand... Je ne sais pas si vous avez vu une audition de l'OPEX, il y a plein de monde autour d'une grande table en rond. Et beaucoup de beau monde, très très beau monde. Et... bon, en gros, il y avait à peu près l'unanimité pour dire que oui, l'informatique quand même, voilà. Et les élus qui étaient autour, oui, effectivement. Puis il y en a un, je ne m'y attendais pas du tout. Il y a un monsieur Sadirac qui tout d'un coup dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Madame Bonnet, qu'il faut faire de l'informatique au lycée, etc. Parce que les élèves, ils détestent ce qu'on apprend à l'école. Et donc, si on apprend l'informatique à l'école, les élèves détesteront l'informatique. » Donc ça, je n'attendais pas cet argument. Voilà. Voilà, donc... c'est des choses comme ça, j'ai eu des petites frayeurs comme ça tout au long du processus, donc c'est pour ça que je suis d'autant plus contente de voir que les choses tournent bien maintenant et que à la rentrée 2019, on va enseigner l'informatique à l'école, donc maintenant il reste à faire mentir Monsieur Sadirac quand même, et donc pour ça il va falloir poursuivre, je pense, l'effort, c'est-à-dire arriver à former des enseignants en formation continue, en formation initiale. Il faut un CAPES, alors le CAPES est annoncé, il faut une agrègue, voilà, il faut, et alors là, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi des structures au sein du ministère qui donnent à l'informatique un statut de discipline. C'est pas que je sois obsédée par la bureaucratie, la hiérarchie, etc. Il faut une inspection générale d'informatique avec dedans des vrais informaticiens. Il faut pas, il faut vraiment tous les attributs, y compris ceux-là, sauf si évidemment révolution culturelle au ministère et qu'on organise le ministère autrement, à la fois dans les couloirs de la rue de Grenelle et dans les têtes des gens. Mais si on n'en est pas là, il faut absolument que l'informatique obtienne son statut de discipline, tous les attributs qui vont avec. Et donc c'est le vœu que je forme, et avec un autre aussi, c'est celui que vos amphis soient, que vous fassiez naître dans vos amphis un vivier de futurs profs, quoi. Et donc ça c'est vraiment important, mais je pense que là maintenant, et puis il faut faire ça vite parce que le moindre petit relâchement, on ne peut pas s'empêcher de redouter le moindre relâchement dans un processus comme celui-là. Ça paraît vraiment trop miraculeux. Là, quand Sylvie m'a annoncé cette histoire de formation pour la rentrée prochaine, c'est presque miraculeux, quoi. Au niveau de la DRH du ministère de l'Éducation nationale, ils savaient pas, ils ne voulaient même pas dire le mot informatique il y a encore
2 ans ou 3 ans, quoi. Donc bravo en tout cas, et puis merci, puis vraiment il faut continuer, quoi. Faut pas laisser tomber. Merci beaucoup Sylvie pour toute cette énergie et tous ces services rendus à la cause de l'informatique. C'est avec des gens comme toi, c'est avec des gens comme il y en a nombreux dans cette salle et on a pu arriver à ce résultat, mais je te rassure, pas autour de la table, si derrière les tables, il y a un certain nombre de personnes qui ne lâcheront pas. Et s'il y a des tentatives de pas en arrière ou de pas sur le côté, je pense qu'on ne manquera pas d'essayer de remettre les choses à peu près sur le bon axe ou dans le bon chemin. Donc effectivement, les membres d'honneur sont des compagnons de route de la société informatique et de l'informatique en général. Donc la première était cette année Sylvie Bonnet. Le deuxième cette année est quelqu'un que vous connaissez puisque vous avez très probablement lu certaines de ses chroniques ou exercices ou jeux qu'il a pu, dans une magnifique revue éditée par la Société informatique de France qui s'appelle 1024, mais aussi dans d'autres revues à plus large peut-être diffusion que 1024, mais 1024 travaille à améliorer sa diffusion. Donc Jean-Paul ne pouvait pas être là parce qu'il est en déplacement. Donc il nous a préparé une vidéo qu'on va vous passer, qui dure quelques minutes. Bonjour, je tiens à remercier tous mes collègues de la CIF pour cet honneur qu'ils me font de me désigner ainsi. C'est formidable qu'il existe une association comme la CIF pour représenter, défendre et faire vivre la communauté scientifique et universitaire, tous ceux qui travaillent en informatique. J'ai toujours été heureux de contribuer à ces actions en proposant des articles ou en participant à des journées comme celle consacrée aux crypto-monnaies il y a quelques années. On m'a demandé de parler un peu de moi et de ma façon de voir l'informatique. Je vais peut-être un peu déplaire. Je viens des mathématiques et ce que j'aime dans l'informatique, c'est que ce sont des mathématiques. À condition, bien sûr, d'avoir une conception assez large des mathématiques, ce qui est mon cas. Les mathématiques ne sont pas que l'art et la science des démonstrations. Les mathématiques sont pour moi l'art et la science de tout ce qui se conçoit abstraitement à l'aide de formalisme, donc de symboles et de règles pour les manipuler, et qui produit des structures et des vérités non contingentes. Le problème des algorithmes de tri, par exemple, n'est pas dépendant d'une époque, d'une machine, d'un contexte, et je vais dire beaucoup plus, n'est pas dépendant d'un univers physique particulier. S'il existe des univers parallèles avec des êtres qui, comme nous, doivent faire des tris, ils trouveront la même chose que ce que nous avons trouvé. Il en va de même pour la conception de ce qu'est l'information, la complexité, le calcul. Pour moi, cette généralité, cette non-contingence sont ce qui définit les mathématiques, et l'informatique en fait partie. Bien sûr, il faut revenir sur Terre pour faire vraiment marcher les choses, construire une machine qui calcule, mettre en place un réseau, mais on n'y réussit que si on a d'abord été posé le problème dans un abstrait qui, pour moi, est précisément celui des mathématiques. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à défendre l'informatique comme un domaine scientifique important. Cela ne signifie pas qu'il faut accepter d'être sous la domination académique des mathématiques telles qu'elles existaient il y a 50 ans. Nous sommes une force, nous avons une importance unique dans le développement scientifique et bien au-delà. Cela nous permet de revendiquer une large place bien identifiée dans le monde académique de la recherche en général. C'est sans doute le surgissement trop brusque de la discipline qui a fait que l'informatique n'a pas été considérée et accueillie comme elle aurait pu l'être. Les mathématiciens nous ont habitués à ce type de comportement, la logique et les probabilités, on le sait, ont eu aussi du mal à trouver leur juste place en mathématiques. Je crois donc que l'informatique est une discipline mathématique, mais qu'on doit lui accorder une bonne autonomie, aussi bien dans la définition des champs académiques, c'est le cas aujourd'hui, que dans l'enseignement. J'ai travaillé avec cette conception des choses, en analyse numérique dans un premier temps, en programmation logique et en intelligence artificielle ensuite, en bioinformatique, en théorie des jeux et des systèmes multi-agents, en théorie de la complexité de Kolmogorov, et aujourd'hui autour des monnaies cryptographiques, qui sont un domaine extraordinaire
où tous les 3 mois on découvre de nouvelles idées, de nouvelles situations, forçant à revoir ce qu'on croyait certain. L'informatique, pour moi, c'est la partie la plus animée et la plus féconde des mathématiques. Il est formidable de vivre cette époque où l'informatique s'invente et se construit, faisant exploser le monde des mathématiques classiques. Merci encore et longue vie à la CIF. Bon, j'imagine que si Jean-Paul était là, beaucoup de questions auraient fusé. Malheureusement, il n'est pas là, mais vous savez comment le contacter et poursuivre les échanges et discussions avec lui. La troisième personne est Laure Reinhardt, qui est là et qui va nous parler de sa carrière. Très rapidement, Laure a commencé à l'INRIA. Elle est partie après, je pense qu'elle est allée chez Oseo. Non, Lanvar, voilà. Elle va le raconter beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup Pierre. Écoutez, pour moi, comme pour Sylvie et pour Jean-Paul, j'étais assez étonnée que vous m'ayez finalement, alors je ne sais pas si on élit ou on nomme, membre d'honneur de la CIF. Mais c'est un très grand plaisir. Alors c'est un très grand plaisir parce que j'ai passé une journée formidable. Je trouve que les exposés qui ont été présentés sont extrêmement intéressants. Et puis parce que j'ai revu plein de copains et ça c'est toujours très, très sympa. Mais c'est un très grand honneur et moi je suis un petit peu effectivement étonnée parce que je suis aussi mathématicienne au départ. Alors j'étais normalienne, moi j'ai aussi fait tomber un bac de cartes, mais c'était pas à Normal Sup, c'était dans les couloirs de l'INRIA. À l'époque il y avait des espèces de machines qui avalaient les cartes, ça faisait comme ça. Et puis voilà, mon Navier-Stokes, il avait 2 tourbillons en bas et je comprenais pas pourquoi. Voilà. Et ça a duré au moins 15 jours. Voilà. Donc l'informatique, pour moi, c'est effectivement un prolongement des mathématiques, comme l'a très très bien dit Jean-Paul. Je vais pas le paraphraser parce que c'est vraiment c'était vraiment très bien dit. Et personnellement, moi j'ai un très très grand respect pour les informaticiens. J'ai vécu donc mes 20 premières années de parcours professionnel à l'INRIA, qui était une chance absolument incroyable finalement parce que bon, je ne veux pas parler que d'INRIA aujourd'hui, mais j'ai eu le bonheur de travailler avec Pierre-Louis Lyons pendant une certaine période, qui était vraiment un visionnaire. Et quand on est mathématicien impliqué, c'était vraiment un guide et un chef extraordinaire. Et puis ensuite, j'ai été amenée à m'occuper de relations industrielles. Donc j'ai fait de la recherche pendant quelques années, puis je me suis occupée de relations industrielles. Et ça a été un passage très intéressant parce que ça m'a permis de comprendre un peu ce que faisaient les chercheurs en informatique pour pouvoir effectivement vendre, ou entre guillemets, leurs résultats auprès des entreprises. Donc ça c'est vraiment un premier contact très intéressant. Alors j'ai dû quitter l'INRIA, je vais vite parce que bon, j'ai dû quitter l'INRIA parce que bon, je trouvais qu'au bout de 20 ans de fonction publique, finalement j'avais vu pas mal de choses et j'ai fait un grand saut. Et j'en reparlerai tout à l'heure dans les remarques, c'est que je suis passée chez Thales. Je suis arrivée chez Thales. J'étais persuadée, parce que j'aimais les relations industrielles, j'aimais l'industrie, je trouvais que c'était bien l'industrie, c'était intéressant. Mais c'était vraiment extrêmement... C'était comme si j'avais quitté ma famille, j'avais divorcé, j'avais quitté ma famille pour retrouver une autre... Voilà, c'était pas vraiment une famille. Voilà. Et chez Thales, j'ai souffert énormément, mais j'ai énormément appris. Et le premier message que je voulais faire passer, c'est que n'hésitez pas, vous les jeunes, je crois qu'il y a un certain nombre de jeunes ici, n'hésitez pas, même si vous voulez faire de la recherche, vous en faites pendant un certain temps, vous pouvez très bien passer dans l'industrie puis revenir à la recherche ensuite. Il y a plusieurs exemples dans la salle de gens qui ont fait ça, que je connais bien, et c'est extrêmement enrichissant, quelque part, enrichissant. Quand je suis arrivée chez Thales, je ne comprenais pas ce que me disaient. Je ne savais pas faire un compte-rendu industriel. Et donc, voilà, ça a été un peu difficile. Et puis, Thales, je suis partie de Thales, pas parce que j'avais fait le tour de Thales, mais parce que justement, je ne pouvais pas faire le tour de Thales. Parce que j'étais une femme, et ça c'est vrai, je le dis devant la caméra, et aussi parce que je n'étais pas ingénieure. Quand on n'est pas ingénieur et quand on n'est pas un homme chez Thales, on n'a pas de carrière, professionnelle. Donc voilà. Donc je suis partie
Et pour quelques mois au ministère de la Recherche. Alors j'étais persuadée que ça allait être le paradis. C'était un peu aussi assez difficile, mais aussi extrêmement intéressant. J'ai contribué à la création de l'ANR, par exemple. Alors, il y a du pour et du contre. Mais voilà. Et puis, j'ai terminé mon parcours professionnel, puisque je suis à la retraite aujourd'hui, comme banquier. Donc, certains diraient, non, c'est du financement, de l'innovation. Enfin, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il s'agit de financer des entreprises avec toutes les contraintes que peuvent avoir une banque, puisque même si c'est une banque publique, c'est quand même une banque. Voilà. Alors, tout ça pour dire que l'informatique, pour moi, ça a été, c'est vraiment un domaine extrêmement intéressant. D'une part, parce qu'aujourd'hui, on a une chance cette discipline a une chance extraordinaire, c'est que finalement tout le monde utilise de l'informatique, avec une responsabilité, et ça je vais peut-être parler à la SIF, une responsabilité importante. On a beaucoup parlé de formation aujourd'hui, c'est très très important, mais il y a aussi toute la partie qui a été traitée aussi sur les données, sur la sécurité des données. Un jeune, quand et ça a été dit tout à l'heure, quand il met son profil sur Facebook, il ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Et donc, je crois qu'on a aussi une responsabilité en tant qu'informaticien, c'est de former ces jeunes, de les former à l'école, mais aussi de les former dans la vie, dans la société, et faire passer effectivement un certain nombre de messages de responsabilité. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire d'autre ? Donc, ça c'est le premier message. Deuxième message, je me suis beaucoup occupée de start-up. Et c'est vrai qu'en informatique, c'est absolument incroyable le nombre de start-up qui sont créées tous les ans. J'ai monté une association qui s'appelait Scientipol Initiative, Scientipol Croissance, et qui maintenant s'appelle Wilco, qui accompagne des jeunes entrepreneurs sur la région Île-de-France. Nous avons 65% des start-up qui viennent nous voir, qui sont des start-up à forte composante informatique. Et ce sont uniquement des start-up, on va dire, à composante technologique forte. Donc, le drame, c'est que ces start-up, elles ne grossissent pas en France. Ça fait 10 ans qu'on le dit, peut-être 20 ans, mais elles ne grossissent pas. Et je crois que c'est aussi de notre responsabilité à tous, hein, vous qui êtes enseignants, qui êtes chercheurs, qui accompagnez probablement des jeunes créateurs d'entreprises, c'est d'essayer de leur donner le goût de la croissance. Et donc une start-up ne peut pas rester à 10 personnes, ce n'est pas possible. Et voilà, nous avons une chance extraordinaire en France d'avoir un enseignement de premier niveau, des résultats des chercheurs exceptionnels au plan international, du meilleur niveau, on le voit avec tous les prix au niveau international qui sont obtenus par les chercheurs. Nous avons un vivier de créateurs d'entreprises parmi les jeunes qui est aussi exceptionnel. On n'arrive juste pas à les faire passer au rang supérieur, 250 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, etc. Alors il y en a quelques-unes qui y arrivent. On espère que ça va continuer. Mais moi, je suis un petit peu... Voilà, mon objectif dans la vie, c'est ça. C'est de continuer à les accompagner pour... mon claim, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans, pour qu'ensuite, au bout de 3 ans, elles deviennent évidemment au-dessus de 10 personnes et qu'elles puissent entamer un rythme de croissance. Voilà. Alors, je suis retraitée, donc j'ai du temps. Donc, vous savez qui je suis maintenant. Donc, si vous voulez, je peux jouer un rôle de go-between entre mes différentes casquettes professionnelles que j'ai pu avoir. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez probablement, vous pouvez avoir accès à mes coordonnées. Je suis aussi sur ce réseau social professionnel qui s'appelle LinkedIn. N'hésitez pas. Je suis à votre disposition, à la disposition de la Société informatique de France. Donc pour vous aider à avancer dans tous vos chantiers, et je pense qu'ils sont très intéressants, et bravo à vous.
troisième temps fort de ce début de soirée. Je vais passer la parole à nos deux VP médiation, donc à Sylvie et à Fabien, qui vont présenter les résultats du concours. Science Info Stream, l'informatique en stream. Alors, on aurait bien aimé donner nous-mêmes les lauréats, mais en fait, il y a quelqu'un d'autre qui a souhaité le faire à notre place, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, il a enregistré une vidéo. Donc, c'est notre parrain, monsieur le secrétaire d'État Mounir Majoubi, qui est secrétaire d'État, entre autres, au numérique, qui va annoncer les résultats du concours. Pour votre concours vidéo. Je vous remercie de l'avoir organisé et puis je veux remercier tous les participants. C'est le signe que le numérique, l'informatique, ça peut inspirer des messages et que dans l'espace de tous les lycées en France, on trouve des équipes éducatives avec des élèves qui ont envie de s'engager. Alors cette année, et je prendrai quelques notes, le jury a finalement décidé de décerner le premier prix d'édition à une classe de seconde du lycée François-Mauriac de Bordeaux et au professeur Gilles Lassus pour leur film « Comment sauver Tux ». Tux, moi je le connais bien, mais ce qui est intéressant, c'est que les élèves, Rania, Thomas, Youssef et Yacine, et tous leurs camarades, vous nous avez aidés à poursuivre Tux, pour savoir où il était caché, pour savoir où il était, mais en utilisant tout l'univers du numérique, avec à la fois les adresses IP, le ping, le pilotage d'un robot. Et tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ça fait découvrir l'informatique malgré nous. Et donc pour ça, moi aussi, je voulais vous féliciter et vous remercier. Ensuite, il y a deux accessibles qui ont été attribués. L'un qui a été attribué à Nicolas Belleville pour processeur, cuisine et attaque par auxiliaire, qui est une médiation particulièrement réussie sur un sujet que peu connaissent sur la sécurité informatique. Je trouve que là aussi, comme pour le premier, ce qui est génial, je vais regarder, c'est d'utiliser un vocabulaire accessible pour qu'en même temps, on ait la capacité à comprendre des domaines qui sont particulièrement sensibles et particulièrement complexes. Il y a un autre accessible qui a été rendu à Tom et Flo de la chaîne YouTube Qu'est-ce que tu geeks pour leur vidéo Internet, un nuage de pollution. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, quelques années maintenant, il y a un vrai débat mondial qui a lieu sur l'impact du numérique sur l'environnement. C'est une vraie question que notre génération va traiter. Le numérique, c'est aussi au service de l'environnement, c'est-à-dire que grâce au numérique, on consomme moins, mais le numérique consomme lui aussi des ressources énergétiques. Et donc aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de poser la question de cet équilibre. Et enfin, il y a une mention spéciale qui a été décernée à Martin Dutray, de la chaîne vidéo Virus Science. Pour son film, l'informatique, c'est quoi? Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que la médiation, elle ne passe pas par le son, elle passe par le signe. Et là, on rend accessible un domaine complexe qu'est l'informatique à ceux qui n'entendent pas. Alors là aussi, je veux remercier l'innovation, je veux remercier la façon dont la vidéo a été faite et vraiment célébrer tout ce qui, aujourd'hui, dans notre pays, permet une plus grande inclusion, une plus grande accession au savoir. Alors encore une fois, félicitations pour cette édition 2019. À l'année prochaine, et cette fois-ci, j'espère être là physiquement avec vous. Au revoir. Donc j'appelle les lauréats du prix, donc toute la classe, enfin les représentants de la classe et leurs professeurs. Alors juste un petit mot, donc le jury, il faut le savoir, est composé à la fois d'informaticiens, mais aussi de médiateurs et puis de gens qui travaillent dans la vidéo. Donc c'est des regards croisés sur l'ensemble des productions qu'on nous envoie. Et c'est extrêmement compliqué en fait de choisir parce que les approches choisies par les candidats sont très différentes les unes des autres, le choix des thèmes aussi. Et dans les choses qui nous ont beaucoup plu dans la production donc, de cette classe, c'est leur dynamisme, leur esprit d'équipe, parce que pour sauver Tux, on ne le fait pas tout seul, on le fait à plusieurs. Le fait qu'ils aient respecté une suggestion que l'on fait, c'est-à-dire d'utiliser des formats libres. Donc voilà, déjà, ils sont sensibilisés au fait que l'informatique, ça doit être ouvert. Donc voilà, l'ensemble du jury a trouvé ça une super production. Alors, les non-informaticiens ont eu un petit peu de mal avec un peu de vocabulaire, mais le point positif, c'est que ça leur a donné envie d'en savoir plus. Et finalement, une médiation réussie, c'est pas forcément apprendre plein de choses, c'est aussi repartir avec l'envie d'apprendre. Donc pour ça, le jury vous remercie beaucoup et vous félicite. On la verra après.
voir. Est-ce que quelqu'un prend des photos? Oui. Non, non, pour les... Et pour tweeter aussi ou pas? Ouais. Ok. Tu que c'est là aussi. Hein. Donc on va voir les vidéos après, mais comme quelqu'un, donc un des accessites qui est présent doit repartir dans 5 minutes, donc je vais l'appeler. Donc l'accessite pour processeur, cuisine et attaque par canal auxiliaire, donc Nicolas Belleville. Félicitations. Alors ici, ce que le jury a particulièrement apprécié, c'est en fait on a appris quelque chose, tous on a appris quelque chose sur l'attaque par canal auxiliaire. Et les gens qui ne connaissaient rien sont ressortis en étant contents d'avoir appris une chose qu'ils n'imaginaient même pas. Et même les informaticiens étaient plutôt contents de découvrir cette manière de présenter les choses. Donc une médiation vraiment très très bien réussie. Donc il y a une des vidéastes qui a demandé quand est-ce que tu aurais ta chaîne YouTube. Voilà. Ou autre que YouTube. Merci, on peut le réapplaudir. Alors le deuxième accessite, en fait, ils n'ont pas pu se déplacer. C'est aussi c'est un duo, Internet et un nuage de pollution. Donc là, en fait, ce qui nous a plu, c'est qu'ils ont commencé à parler de sujets pas seulement scientifiques, mais aussi sociétals, en mettant l'informatique dans le cadre des problèmes d'écologie et de développement durable, on va dire. Donc voilà, c'était une production aussi très intéressante. On peut les applaudir, même s'ils ne sont pas là, ils reverront la vidéo après. Donc ils ont une chaîne de médiation qui s'appelle Qu'est-ce que tu geeks? Et enfin, donc, notre mention spéciale, nous sommes très heureux d'avoir attribué cette mention à Martin Dutré, ici présent, donc, qui s'occupe d'une chaîne scientifique Virusscience et qui pour l'occasion a fait une vidéo informatique. Qu'est-ce que l'informatique? Voilà, l'informatique c'est quoi? Et ici, évidemment, comme l'a dit Mounir, on a une vidéo qui est accessible au plus grand nombre puisqu'elle est signée, donc la voix n'a aucun rapport n'a rien à faire dans cette vidéo-là. Et c'est intéressant pour les malentendants, mais aussi intéressant pour nous. C'est notre manière de faire de la médiation avec tout le corps. Et peut-être qu'on a aussi des choses à apprendre, nous, pour savoir comment présenter des concepts, pas seulement avec la voix, mais avec toute notre personnalité, tout ce qu'on est. Donc, merci Martin pour cette belle vidéo. Alors, une mention spéciale a droit à un petit diplôme, voilà. Et maintenant, on ne va pas goûter d'autres plaisirs, on va pouvoir regarder les différentes vidéos. Et on va prendre une photo, oui d'accord. Avant. Loupe pas ton avion. Donc maintenant, installez-vous bien dans vos sièges et puis on va pouvoir regarder quelques perles. Ah oui, on le mettra. Oui. Oh non, la fenêtre est bloquée. Oh mais regardez, il y a un robot. Ok, on va essayer de trouver son IP. Regardez, essayez de trouver son IP, on va essayer de s'y connecter pour pouvoir se déplacer. J'ai répingué les robots un par un pour trouver leur adresse IP. On sait qu'ils portent des noms d'Harry Potter, on va bien finir par les trouver. On teste avec Harry. Ça répond pas. Voldemort.
Ça marche pas. Entendez avec Hermione. Oui, ça marche. L'adresse c'est 172.17.190.221. L'idée, c'est que je vais utiliser mon robot déjà connecté qui s'appelle Dobby pour commander Hermione, ce qui va me permettre de sauver Tux, notre animal de compagnie. Je vais donc récupérer en temps réel les positions de Dobby pour les envoyer à Hermione. Je commence par détruire la variable host de Dobby qui contient son IP, parce que c'est une variable globale et que j'ai besoin de la recréer en variable locale. Voilà, c'est fait. La connexion est OK. Ensuite, je peux commencer mon script. Je vais mettre mon robot en plane, ce qui veut dire que je peux le bouger à la main. Ensuite, je vais créer une variable post-Dobby qui va contenir en temps réel les positions des moteurs de Dobby. Tout ceci grâce au bloc getAllMotorPosition. Maintenant, je vais dupliquer Dobby pour créer Hermione. Et comme tout à l'heure, je vais détruire sa variable host et la recréer avec l'IP que me donnait Rania. Voilà, c'est fait. La connexion est OK. Je passe tous les moteurs de Hermione en Steve pour pouvoir les commander. Il ne me reste plus qu'à affecter dans une boucle infinie la variable post-Dobby comme position de tous les moteurs. Et c'est parti, à toi Youssef. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cuisine, processeur et d'attaque par canal auxiliaire. Un processeur, c'est comme une cuisine. Ça comporte une unité de calcul qui se charge d'exécuter les instructions d'un programme, de la même manière qu'un chef cuisinier exécute les instructions d'une recette. Et en s'approchant d'une cuisine, il s'avère qu'on peut obtenir des informations sur ce qui s'y passe. Par exemple, en écoutant les bruits provenant de la cuisine pendant que la recette est effectuée, on peut déterminer les ingrédients, quantité et instructions de la recette. Ainsi, on peut distinguer si le cuisinier casse des œufs, sépare les blancs des jaunes ou non, monte les blancs en neige et également compter le nombre d'œufs qu'il a mis dans la recette. C'est ce qu'on appelle une attaque par canal auxiliaire. De la même manière, on peut obtenir des informations sur ce qui se passe dans un processeur pendant qu'il exécute un programme. Pour cela, on peut par exemple mesurer ses émissions électromagnétiques ou sa consommation électrique. Un attaquant peut alors distinguer certaines données manipulées et découvrir des données secrètes, ce qui est bien embêtant. Faire en sorte qu'aucun son ne sorte d'une cuisine. C'est compliqué. Et ça coûte cher en isolant. Du coup, ce qu'on propose, nous, c'est d'accroître la sécurité sans toucher à la cuisine, sans toucher au processeur. Et pour cela, on modifie la recette, le programme. Alors, comment va-t-on sécuriser cette recette? Mettons-nous à la place de l'attaquant un instant. Il est difficile, lorsqu'on écoute à une porte, à la porte de la cuisine, de trouver les informations secrètes en n'écoutant qu'une seule fois ce que le cuisinier fait pendant la recette, à cause du bruit alentour notamment. Du coup, l'attaquant a besoin d'écouter ce qu'il se passe pendant plusieurs exécutions de la recette. Eh bien, pour sécuriser la recette, on se sert de cette difficulté en la rendant encore plus grande. Notre approche est de faire en sorte que le cuisinier n'exécute jamais la recette deux fois de la même manière, afin que l'attaquant n'arrive plus à comprendre ce qu'il se passe. Ce qu'il entend devient en fait trop aléatoire. Par exemple, on peut ajouter des instructions inutiles dans la recette à des endroits quelconques. On peut de temps en temps ajouter à la recette une instruction demandant au cuisinier de casser un œuf et de le jeter à la poubelle, par exemple. Cette instruction ne change pas le résultat de la recette, mais elle perturbe l'attaquant qui aura du mal à la distinguer d'une instruction utile pour la recette. De cette manière, l'attaquant aura bien plus de mal à trouver le nombre d'œufs réellement utilisés dans la recette,
L'attaque devient plus compliquée et notre niveau de sécurité a bien augmenté. Ouf, notre chef peut être rassuré. Question du jour. Internet est-il un nuage de pollution? Spoiler, oui. Et vous allez voir, on est tous concernés. Commençons par quelques définitions, histoire de voir un peu l'ampleur du problème. Internet, ça veut dire International Network. C'est donc un réseau informatique mondial qui est accessible au public. C'est un réseau de réseaux, sans centre névralgique, qui permet des applications variées comme regarder des petits chats sur YouTube, discuter avec sa mamie à l'autre bout du monde, ou encore faire un transfert bancaire sans manipuler d'argent. Aujourd'hui, c'est un outil qui sert à tous, pour tout, tout le temps. Ensuite, abordons le cloud. Le cloud computing, en français l'informatique en nuage, consiste à exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants. On sait faire ça depuis longtemps, et ça a été médiatisé sous le nom de cloud au début des années 2000, pour rendre plus attrayant pas mal de services en ligne. Pour revenir un peu sur Terre, on emploie l'expression suivante. Le cloud, c'est ni plus ni moins que l'ordinateur d'un autre. Enfin, la pollution. La pollution, c'est la dégradation de l'environnement par des substances, des déchets ou des nuisances diverses. Mais alors, en quoi ces outils qu'on utilise au quotidien et qu'on apprécie beaucoup sont-ils une source de pollution? Concentrons-nous d'abord sur nous, les utilisateurs. On ne va pas se mentir, on est quasiment tous le nez fourré dans un ordinateur ou dans un téléphone la plupart du temps, à faire un tas d'activités plus ou moins utiles. On ne vous apprend rien, mais nos équipements fonctionnent à l'électricité. Et ils en demandent même beaucoup. Et comme on ne maîtrise pas encore l'antimatière ni le réacteur ARC d'Iron Man, on ne produit pas l'électricité sans polluer. Ensuite, il y a l'impact du matériel qu'on utilise. Le cycle de vie d'un ordinateur ou d'un téléphone est très court, de quelques années tout au plus. Parce qu'ils ne fonctionnent plus, parce qu'ils sont obsolètes ou par l'attrait des nouveaux derniers modèles, nous changeons très souvent de périphérique. L'utilisation est polluante, mais la fabrication c'est pire. Il faut manipuler 800 kg de matière première pour produire un ordinateur portable de seulement 2 kg. Cette phase produit plus de 2 tiers du CO2 émis pendant tout son cycle de vie. Et ce total représente 169 kg. Et il faut ajouter à cela l'impact du transport, de la distribution et du traitement réalisé lors de sa fin de vie. On sait qu'ils ne sont pas ou peu recyclés. En regardant cette vidéo via Internet, le flux circule sur un ensemble de réseaux. Ils sont composés d'équipements comme des routeurs, des câbles ou des antennes. En moyenne, une donnée numérique parcourt 1 km lors de sa consultation. On comprend pourquoi il faut à peu près 800 millions d'équipements réseau actifs dans le monde. Et les données ne font pas que circuler. Elles sont traitées et stockées dans des énormes centres qui contiennent d'innombrables données. Tout ce que vous stockez en ligne peut ainsi vous être restitué en claquement de doigts. Cette infrastructure gigantesque demande de l'électricité en masse. Et pour les centres de données, la plupart du temps, cette électricité est issue d'énergie fossile. Et ces équipements ne sont pas éternels. Il faut les produire, les entretenir et les remplacer régulièrement. Bref, vous avez compris le principe. Bien, sachant cela, que peut-on faire pour nous, les utilisateurs? Comme on l'a vu, chaque donnée stockée à l'extérieur est une source de pollution. Alors, stockons local. La musique peut être stockée localement, par exemple, mais les films aussi. Nous pouvons aussi réduire le nombre de nos emails. Une newsletter de 2005 est strictement inutile. Et aussi faire le tri dans nos photos, au moins en enlevant les photos floues. Allongeons la durée de vie de notre matériel, pour ça prenons-en soin, prenons le temps de mieux le comprendre et résistons aux achats compulsifs. À la maison et au travail, éteignons nos écrans, nos ordinateurs et débranchons nos chargeurs qui ne servent pas. Enfin, réduisons un peu notre utilisation et axons-le sur des usages plus responsables, comme en utilisant un moteur de recherche éthique et écologique, et en profitant des services numériques qui font pencher la balance dans le bon sens, comme le covoiturage ou l'autopartage. Mais il n'y a pas qu'en tant que particulier que nous devons agir. Du développeur à l'administrateur de centres de données, chaque acteur du monde numérique doit faire attention à limiter l'impact de son travail. Ça a déjà commencé. Il y a des piscines chauffées par des data centers, des radiateurs remplacés par des serveurs et beaucoup d'expériences menées à tous les niveaux pour réduire la consommation, qui en plus de polluer, coûte une fortune. Prenons tous part à ce mouvement pour continuer à utiliser la technologie et que notre planète reste en état d'accueillir des humains. Nous vous conseillons d'ailleurs la lecture du très bon guide pratique de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la face cachée du numérique. Sur ce, on vous laisse et on va trier nos mails. C'était Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu dis? Salut! Donc ça, c'est la vidéo que nous avons évaluée pendant le jury, et vous aurez peut-être noté qu'il y avait une petite coquille.
Parce que Internet, c'est pas International Network, c'est Interconnected Network. Et donc il y a une nouvelle version de la vidéo qu'on pointera désormais qui a fait la correction. Et bien, merci à tous pour votre travail. Vous avez peut-être un... Ouais. Présenter mes élèves qui sont là, donc Thomas, Youssef, Mathéo, Arthur, Émilie, Lola, Rania et Camille. Leur dire combien pour moi c'est un honneur d'être devant vous. Je leur expliquerai dans le tram tout à l'heure que en voyant sortir les personnes à la pause, en lisant les noms sur les badges, pour moi c'est un peu le vestiaire du PSG. Ouais. Ouais. Donc je leur parlerai de Monsieur Abitboul, Monsieur Cabane, Madame Duflo-Crémer, Monsieur Colline de la Higuera que j'ai vu aussi. Voilà. Ben,
c'est important pour moi en tant qu'enseignant de mathématiques et d'informatique de leur parler de l'informatique en tant que science, de figure tutélaire dont vous faites partie, même si vous l'ignorez peut-être, pour nous enseignants de lycée, j'allais dire de bas niveau, c'est pas vrai, mais nous sommes vraiment au bout de la chaîne de l'enseignement de l'informatique. Et je me réjouis bien sûr avec vous du fait qu'à partir de l'année prochaine, l'informatique devienne vraiment la science informatique devienne une matière à part entière au lycée. C'est important pour nous enseignants d'avoir des figures de référence qui nous aident à la fois pour la création de contenu et puis aussi comme inspiration pour le travail qu'on peut faire au jour le jour avec ces élèves qui ne seront pas tous informaticiens. Hein. Certains vont aller en NSI, donc la nouvelle spécialité en classe de première, numérique et sciences de l'informatique. Certains arrêteront l'informatique à l'issue de cette classe de seconde. Ils étaient avec moi en informatique et création numérique, ce qui veut dire qu'ils faisaient 1h30 d'informatique par semaine. On avait la chance, vous l'avez vu peut-être à la fin de la vidéo, mais d'avoir des robots Poppy Ergo Junior qui nous avaient été prêtés par l'INRIA. Et je voudrais finir là-dessus, puisque beaucoup d'entre vous, je pense, sont dans le domaine universitaire ou la recherche. L'histoire du robot Poppy Ergo Junior, c'est au départ un sujet de thèse sur un robot donc bio-inspiré, imprimable en 3D, en open hardware, pour rendre l'objet moins cher, avec une déclinaison donc, sur ce petit bras à 6 moteurs, dont l'INRIA s'est dit qu'il serait bien de le mettre dans les établissements scolaires pour voir ce qu'en feraient les élèves. Voilà, ça fait 4 ans que dans le lycée François Mauriac à Bordeaux, on a des Poppy Ergo Junior. Et ça fait 4 ans que les élèves, chaque année, je les vois avec les yeux qui brillent. La première fois que ces robots rentrent dans la classe, bon, c'est moi qui les amène, hein, mais c'est vraiment... un jour, l'expression levier de curiosité a été utilisée pour les robots. C'est vraiment pour moi ce que je retiens dans cette utilisation-là, c'est qu'ils ont souvent l'impression de jouer, mais moi je sais que derrière on met des choses qui sont, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, des choses qui sont vraiment techniques et de la science avec un grand S, si on peut dire comme ça. Alors je voulais dire qu'à vous, chercheurs, puisque vous êtes beaucoup dans ce domaine-là, voilà, les implications de votre travail dans le milieu scolaire sont parfois beaucoup plus importantes que vous ne l'imaginez, mais il faut faire confiance et il faut avoir fait la démarche qu'a fait l'équipe Flowers de l'INRIA et Didier Roy qui n'est pas là mais que je salue et que beaucoup d'entre vous connaissent, de mettre des robots donc, auprès des élèves de l'agglomération bordelaise. C'était vraiment pour moi une excellente chose, à la fois pour mes élèves et pour moi en tant qu'enseignant. Merci encore à la CIF. Vous parliez d'inspiration, mais nous, quand on voit ces jeunes, c'est ça qui nous motive aussi, qui nous incite à continuer notre travail pour que l'informatique soit mieux comprise au lycée, voire avant. Et vous parliez de figures tutélaires en informatique, donc il y en a dans cette pièce, mais la CIF est aussi partenaire d'un jeu de cette famille qui vient de sortir aujourd'hui. Donc voilà, je suis heureuse de vous en donner un. Et donc là, il y a les cartes. Et les informations sur les différentes personnes sont accessibles sur un site web. Donc n'hésitez pas à jouer avec vos élèves ou ailleurs. Voilà. Alors déjà merci de m'avoir donné l'occasion de participer à cet événement parce que je ne suis pas informaticien. Plutôt dire la vidéo, ça n'a pas été très facile à faire pour moi. Il fallait déjà que je comprenne de quoi ça parlait. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que personne sourde, l'informatique m'a apporté beaucoup de choses. Parce que quand j'étais petit, pour communiquer, j'ai passé par le militaire. Et j'avais pas d'autres possibilités. Après, il y a Internet qui arrivait avec les mails, Skype, MSN, WhatsApp, le smartphone que j'utilise, une révolution. Donc l'informatique, ça a beaucoup apporté pour les sourds actuellement. Donc merci à vous d'avoir développé tout ça. Et puis j'aimerais formuler une petite demande. C'est que les 3 autres vidéos sont intéressantes à voir. Mais s'il peut y avoir le sous-titrage pour que les sourds puissent suivre, ça sera plus facile pour nous aussi. Voilà, c'était ma petite demande. Merci d'avoir ça.
Et donc maintenant, on va passer aux choses divertissantes. On va se retrouver pour manger. Donc 19h30 au CAPC, si j'ai bien suivi. Voilà. Donc à tout à l'heure.